Merci Olivier. Donc Gaël Giraud, je suis directeur de recherche au CNRS et directeur du Georgetown Environmental Justice Program à Washington. Pour prendre la suite en fait de ce que tu viens de dire Olivier, je vais essayer d'aborder 3 points. Le premier, c'est plutôt les aspects matière, qui vont faire écho à ce que tu viens de dire. Le deuxième, plutôt les aspects économiques et financiers. Le troisième, je dirais quelques mots sur les aspects politiques. Sur les aspects matière, et ça prolonge exactement ce que tu viens de dire, mon impression c'est que au fond, dans les années qui viennent, il va y avoir un rectangle magique ou infernal, selon qu'on peut y répondre ou non, qui va s'imposer un peu à tout le monde, à tous les pays, mais qui s'impose aussi à la France, qui n'est pas spécialement bien dotée de ce point de vue-là. Les 4 sommets du rectangle, c'est les minerais, l'eau, l'énergie et la biomasse. La France est riche en biomasse et pauvre à peu près en tout le reste, y compris en eau. Les travaux du WRI, le World Resources Institute à Washington, laissent entendre que nous pourrions manquer d'eau potable, d'accès à l'eau potable dans les années qui viennent, même d'ici 2040. Ce sera moins grave qu'en Italie et en Espagne, où c'est déjà problématique aujourd'hui, mais ça va devenir un sujet dans les années qui viennent. Alors, pourquoi ce rectangle-là? Parce qu'il y a des liens de dépendance très étroits. Alors, tu en as déjà parlé il y a un instant. Pour extraire des minerais, il faut de l'eau et de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut des minerais. Et pour avoir de l'eau, ça c'est moins bien compris, il faut aussi l'énergie. Exemple, le Maroc et la Tunisie, comme vous le savez sûrement, manquent déjà cruellement d'eau aujourd'hui. Ils sont dans une situation où la sécurité nationale est en jeu à cause du manque d'accès à l'eau potable. Et envisagent tous les deux, de manière très sérieuse, la désalinisation de l'eau de mer, que ce soit la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Simplement, pour désaliniser, il vous faut beaucoup d'énergie. Il se trouve que le Maroc a lancé un programme d'accès à l'énergie solaire assez important il y a quelques années, en partie d'ailleurs financé par l'AFD, avec l'immense centrale de Ouarzazate, ce que n'a pas fait la Tunisie. Et donc la Tunisie se trouve dans une situation beaucoup plus compliquée dans les années qui viennent d'accès à l'eau potable, et pas le Maroc, alors que les données géophysiques sont à peu près les mêmes, en gros, parce que la Tunisie n'a pas accès à l'énergie à laquelle le Maroc a accès. Donc vous voyez, il y a un lien entre ces trois sommets du rectangle, et puis la biomasse, c'est assez évident, à la fois parce que, quoi qu'il arrive, on a tous besoin de se nourrir, et ensuite parce que la biomasse a un impact sur l'eau. Comme vous le savez, s'il y a une forêt ou s'il n'y a pas de forêt, ça donne une pluviométrie différente, et puis parce que la biomasse a besoin d'eau. Et puis évidemment parce que, comme vous le savez aussi, on va être confronté, ou on est déjà confronté à des arbitrages massifs sur l'usage des sols, selon qu'on veut avec ces sols nourrir des hommes, du bétail ou produire de l'énergie, par exemple. Voilà. Et donc je crois que, en termes, disons, de réflexion géostratégique pour les années qui viennent, y compris pour un pays comme la France, si on prend ces 4 sommets du rectangle et si on se dit quels sont les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour sécuriser l'accès à ces 4 sommets, on a déjà une bonne partie à la fois du problème et de la solution. Bon. Et du côté, par exemple, industriel, ça me semble assez clair que ça implique un changement assez drastique de paradigme industriel du côté de ce que certains parmi nous, Philippe Biwix et d'autres, ont appelé l'industrie low-tech, c'est-à-dire une industrie qui soit pauvre, dont l'empreinte matérielle soit pauvre à la fois en minerais, en énergie, en eau et en biomasse. Et vous voyez que ça, c'est un changement complet de représentation de ce que c'est que l'industrie. Et mon expérience, on l'a encore vérifié il y a une semaine avec quelques-uns d'entre vous ici en Suisse, donc la semaine dernière, l'industrie suisse n'a aucune idée de ce que c'est que l'industrie low-tech. C'est complètement neuf pour eux, quoi. J'ai fait la même expérience en Italie il y a 1 an et demi. Donc petit à petit, le sujet est en train de monter, en particulier en France, grâce à quelques acteurs majeurs sur la question, comme le Shift, merci à eux. Mais dans d'autres pays européens, ce n'est pas encore le cas. Il y a un énorme travail de prise de conscience de la nécessité de changer de paradigme industriel qui est à faire. Deuxième point, la question économique et financière. Dans cette affaire, c'est assez clair, me semble-t-il, que le secteur privé ne pourra pas assumer la totalité des frais et des coûts d'investissement de la transition énergétique et écologique. Donc il faut un investissement public. Je ne vois pas comment on s'en sort sans investissement public. Or, comme vous le savez aussi bien que moi, on est dans une situation où nous croyons à tort ou à raison que la contrainte des finances publiques est très forte et que le surendettement généralisé de tout le monde rend impossible le financement d'un grand Green New Deal, par exemple, en Europe. D'un Green New Deal sérieux, pas ce qu'on est en train de faire au niveau européen. Alors là-dessus, ça me semble très important d'insister. Je veux dire, les règles budgétaires qu'on s'est données et les règles de comptabilité qui font qu'on a de la dette, on peut les changer. En revanche, les 2 premières lois de la thermo, on ne peut pas les changer. Et donc il vaut mieux qu'on bidouille nos dettes, me semble-t-il, et qu'on arrive à une planète habitable dans quelques décennies, plutôt que le contraire. Alors qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Ça signifie qu'il y a des options qui doivent être discutées aujourd'hui et qui en fait le sont, mais qui le sont hors des caméras et des micros, sur ce qu'on appelle des swaps de dette.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez plein d'acteurs publics et privés qui sont aujourd'hui surendettés. Il n'y a pas que l'État français. Le Japon a 250% de son PIB de dette publique aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus que la France. Bon. Et le secteur privé, je le rappelle à tout le monde, est plus endetté que le secteur public, partout. Donc tout le monde a beaucoup trop de dettes. Et donc il y a une option qui est de dire, eh bien, les créanciers vont accepter, consentir à renoncer à une partie de leurs créances, donc annuler une partie des dettes en échange d'un swap de dette, en échange du fait que le débiteur s'engage avec l'argent qu'il récupère, implicitement, à investir dans le vert, dans la transition énergétique, écologique, quel que soit le sens qu'on veut donner à ceci de manière précise. Alors premièrement, des swaps de dette, ça se fait tous les jours. Donc l'AFD pratique ça en permanence avec un certain nombre de pays, par exemple africains, mais pas uniquement, qui n'arrivent pas à rembourser leur dette publique. Nous l'avons fait il n'y a pas très longtemps encore avec des pays de l'Est européen. Donc quand j'entends un certain nombre de responsables politiques dire les dettes, ça se rembourse quoi qu'il arrive, c'est juste un mensonge. Nous annulons des dettes partiellement depuis des décennies, voire des siècles, ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté ici, c'est de dire on a absolument besoin, et c'est dans l'intérêt du créancier lui-même, de renoncer à une partie de sa créance pour pouvoir survivre. Il faut que le créancier comprenne ça. Alors tant que le créancier vivra dans l'imaginaire de l'île déserte, que ça s'appelle la planète Mars, la Suède ou que sais-je d'autre, où il pourra toujours se réfugier lorsque son débiteur sera mort, bon, il exigera que son débiteur rembourse la dette. Si le créancier comprend qu'il a intérêt lui-même à renoncer à une partie de sa créance pour que lui et son débiteur puissent survivre, alors ça va changer une partie de la donne. Je sais qu'il y a des discussions sur ces questions-là en ce moment, au FMI, à la BCE, etc. Je pense que ce serait bien que ces discussions entrent dans le débat public, dans le débat démocratique. Au niveau européen, ça me semble assez clair qu'on est dans une situation très spécifique parce qu'il se trouve que la BCE, pour des raisons dans le détail desquelles je ne vais pas revenir, a acheté beaucoup de dettes publiques depuis 2009, en particulier depuis 2015, mais ça a commencé dès 2009. Et comme vous le savez sûrement, elle a plus de 2000 milliards d'euros de dettes publiques des pays membres de la zone euro à son bilan. Donc elle est la créancière de ses actionnaires. Parce que les États de la zone euro sont les actionnaires de la BCE. Donc on est dans une situation qui n'a aucun sens économique et qui sert d'alibi à l'imposition de programmes d'austérité qui rendent impossible la mise en œuvre d'un grand plan de transition écologique comme on en a absolument besoin en France. Donc il y a une option claire qui est de dire que la BCE va renoncer à ses créances, au moins une partie d'entre elles, vis-à-vis de ses débiteurs que sont les États membres de la zone euro qui se trouvent être ses actionnaires. Donc il y a une bonne raison de vouloir annuler ces dettes. Je rappelle à tout le monde, mais on ne va pas rentrer dans le détail technique ici, que ça ne coûtera rien à personne, que ça ne mettra pas en faillite la BCE, qui ne peut pas faire faillite, et que ce sera même bénéfique certainement pour la réputation de l'euro. Parce que les investisseurs étrangers se rendront compte que la zone euro prend au sérieux la transition écologique et se donne les moyens de survivre dans les décennies qui viennent. Donc c'est une option, je suis certain qu'elle va être discutée dans les années qui viennent. Il faut juste qu'un certain nombre de mes collègues économistes orthodoxes consentent à ce qu'on en discute démocratiquement, plutôt que ce soit discuté dans les couloirs de la BCE ou du FMI. Deuxième aspect de l'économie, après, pardon, je suis trop long, je passe à la politique. Deuxième aspect, il y a quand même aussi un autre éléphant dans la pièce dont on ne parle plus du tout aujourd'hui, qui est la prochaine crise financière. Je redis que nous sommes aujourd'hui au sommet d'une énorme bulle spéculative financière. Les banques n'ont absolument rien appris de ce qui s'est passé en 2008, ont recommencé à faire de la spéculation sur les marchés financiers. Vous le savez sûrement, les indices boursiers n'ont jamais été aussi hauts que pendant la crise du Covid. Donc pendant que les économies réelles s'enfonçaient dans les marécages du Covid, les spéculateurs boursiers s'en sont donnés à cœur joie. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent que depuis 1 an et demi. Ce qui est un petit paradoxe. Alors comment est-ce que c'est possible? Ça n'est possible que grâce aux politiques de quantitative easing, d'assouplissement monétaire des banques centrales. Pourquoi? Parce que la sphère financière occidentale n'est plus alimentée aujourd'hui par les excédents commerciaux de la Chine, qui était sa source essentielle d'alimentation en argent venant de l'économie réelle jusqu'en 2009. Donc aujourd'hui, vous avez une sphère financière occidentale qui gonfle encore plus rapidement qu'avant 2008, qui est alimentée par les politiques monétaires des banques centrales. Donc les banques centrales aujourd'hui sont coincées parce qu'elles se disent il faut quand même qu'on arrête un jour ou l'autre ce jeu hallucinant de verser des milliers de milliards aux banques qui les utilisent pour spéculer sur les marchés financiers. Mais le jour où on arrête, ça provoque un énorme krach financier sur les marchés, dont personne ne veut, pas moi, ni vous, aucun d'entre nous. Donc là, il y a quand même un énorme sujet, à mon avis, de gouvernance. Si on veut financer la transition, il faut quand même aussi qu'on ait réglé ça. Ça passe par la régulation des marchés financiers, qui pour l'instant n'est sur l'agenda, à ma connaissance, d'aucune institution, d'aucun État, et pas beaucoup de candidats à la présidentielle en France, par exemple, pour 2022. Alors que ça me semble absolument nécessaire si on veut avoir les moyens financiers de la transition.
Et puis dernier point d'un point de vue politique, si on prend un tout petit peu de recul par rapport aux énormes enjeux politiques auxquels nous sommes confrontés pour mettre en œuvre cette transition, on pourrait dire en caricaturant qu'il y a deux grandes options d'économie politique qui sont devant nous si on veut arriver en 2050 à une société française, européenne, mondiale qui soit bas carbone et, c'est encore mieux, zéro carbone net. Il y a une première option qui est celle à laquelle tous les militants pensent, qui est une société très décentralisée, un peu ce qui a été visé par les coopératives allemandes il y a encore quelques années, où chacun peut produire de l'énergie dans son jardin grâce à l'éolienne de son jardin ou aux panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Et du coup, parce que chacun est producteur d'énergie, a son mot à dire dans les décisions politiques de la société. Donc ça, c'est une démocratie participative avec une très forte décentralisation. Donc ça, et par exemple, les communs, évidemment, jouent un rôle central dans ce type d'organisation sociale. Il y a une deuxième option, qui est exactement le contraire, une société très centralisée, avec un État autoritaire qui est en alliance directe avec le capital privé et qui impose ses choix de société au reste du corps social qui n'a plus les moyens de négocier. Ça, c'est l'option chinoise, clairement. Alors, qu'est-ce qui fait que malheureusement la deuxième option est possible? C'est qu'une société essentiellement construite sur les énergies renouvelables est une société très intense en capital, ce qu'on ne voit pas d'ordinaire. Pourquoi? Parce que la part du CAPEX, donc de l'investissement en capital, dans le coût de production, par exemple, du kilowattheure, avec des énergies renouvelables, est beaucoup plus importante qu'avec des énergies fossiles. Avec les énergies fossiles, vous connaissez sûrement les chiffres, c'est entre 15 et 25% la part du CAPEX, dans le coût de production unitaire de l'unité d'énergie, alors que pour les énergies renouvelables, c'est 40-50, y compris pour le nucléaire, qui n'est pas renouvelable, mais on peut ranger là-dedans. Et donc vous voyez que, paradoxalement, une société construite sur des énergies renouvelables est une société très intense en capital, ce qui donne potentiellement un pouvoir de négociation colossal au capital, qui va pouvoir dire, mais si vous voulez qu'il y ait l'électricité à Paris, il va falloir qu'on construise X millions d'éoliennes, nous on a le capital pour le faire, et on va le faire, mais à nos conditions. Oui, donc je caricature. Évidemment, la solution se trouve, à mon avis, quelque part entre les deux, dans la mise en œuvre d'un État stratège démocratique, pas autoritaire, démocratique, qui assure les conditions de possibilité de la transition, en la finançant en partie, en assurant que la société civile peut jouer sa part avec la construction des communs, et que le secteur privé peut jouer également sa part. Donc ça n'est ni la société complètement décentralisée, dans laquelle une partie d'entre nous, à mon avis, réinvestit un imaginaire anarchiste, en vérité, ni la solution de Xi Jinping, mais autre chose. Donc une espèce de républicanisme écologique, à mon sens, qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Et ça veut dire quand même renouveler assez profondément la donne disons, des lumières occidentales européennes du XVIIIe siècle, qui ont été construites sur 3 piliers, et je m'arrête là. Le premier pilier, c'est au fond la désacralisation du pouvoir, quand nous, les Français, on coupe la tête du roi, et on dit voilà, ça n'est plus ni Dieu, ni la nature, ni l'histoire qui vont nous imposer nos choix de société. On va en discuter ensemble. Donc le trône, le lieu du pouvoir devient vide puisqu'on a coupé la tête du roi. Et c'est le débat démocratique qui prend la place du corps du roi. Deuxième grand pilier, le droit et l'égalité de tous devant la loi va assurer la protection des citoyens, notamment face à la tyrannie de l'État. Ça, c'est Montesquieu, l'esprit des lois, la séparation des pouvoirs, etc. Et l'état de droit. Et puis troisièmement, pour nos révolutionnaires de la fin du XVIIIe, c'est la propriété privée, qui a été érigée à ce moment-là en droit inaliénable et sacré, ce que l'Ancien Régime n'avait jamais fait. C'est la propriété privée qui est chargée d'apporter la chair sociale au squelette que donne le droit, rendu possible par la désacralisation du pouvoir. Aujourd'hui, me semble-t-il, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, disons, ce qu'on a l'habitude d'appeler le néolibéralisme, qui est à mon avis un post-libéralisme, est en train de transformer tout ceci en resacralisant le pouvoir politique. On a remis à la place du corps du roi les marchés financiers. Si vous réfléchissez une minute, comment se fait-il que les marchés financiers puissent dicter à l'État ce que c'est qu'une bonne politique? Or, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de dire à l'Italie, vous avez tellement de dettes qu'il va falloir que vous vous pliez devant les marchés financiers quand même. Voilà. Donc on a resacralisé le pouvoir, et la régulation financière, pourquoi est-ce qu'elle est si dure à mettre en œuvre? C'est parce que ce qui est derrière, c'est cet enjeu majeur de où est le sacré du pouvoir politique aujourd'hui. Deuxièmement, on est en train quand même de tordre complètement l'état de droit et d'assujettir l'exercice du droit, y compris en France, à la défense des intérêts privés d'une toute petite minorité. C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il. Et puis, troisièmement, on est en train d'absolutiser la propriété privée et de mettre en œuvre un agenda implicite de privatisation du monde qui est massif. Alors, qui n'a pas commencé avec l'actuel gouvernement, qui est très ancien déjà, privatisation du génome, etc. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une radicalisation, me semble-t-il, de ce processus, avec y compris la privatisation du corps des femmes, par exemple,
à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, le schéma politique, ce qu'on pourrait appeler un républicanisme écologique, à mon avis, auquel qu'il faut substituer à ça, c'est des Lumières 2.0, si vous voulez, un renouveau du programme des Lumières européennes, qui est, on désacralise de nouveau le pouvoir pour réouvrir la démocratie. Donc ça, c'est tout simplement la régulation financière, qu'on ne fait toujours pas. Deuxièmement, on réinstaure l'état de droit, et vous voyez bien qu'il est quand même méchamment bafoué en Europe aujourd'hui, pas simplement en Europe de l'Est. Et puis troisièmement, on substitue à la propriété privée les communs comme étant ceux qui sont en charge d'apporter la chair sociale au squelette du droit et de la démocratie. Voilà. Ok.